matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et oui, et dans ce À la volée, Roxane, nous allons parler d'un livre, un livre qui revient sur le référendum de 2005 qui visait à établir une constitution européenne. Tout le monde s'en souvient, entre tensions politiques et remise en question de la démocratie, ce livre éclaire sur un moment clé de notre histoire contemporaine. Et pour en parler, nous accueillons donc André Bonnet, avocat, ancien président de tribunal, ancien auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, auteur notamment de La Constitution européenne par la force en 2007. Mais aujourd'hui, il publie Référendum de 2005, l'épreuve de la trahison démocratique, sortir du traité de Lisbonne aux éditions de L'Artilleur. Monsieur Bonnet, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Je suis heureux de participer à cette émission. Bonjour et bienvenue dans la matinale Tocsin. Nous sommes également ravis de vous accueillir. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser la question très simplement de l'origine, la genèse de ce livre. Alors, c'est une réédition en partie de l'ouvrage publié en 2007. C'est une réédition actualisée, augmentée, avec de très importants chapitres supplémentaires, dont un chapitre sur la question ukrainienne et la question du rôle de l'UE, la question de la possible mobilisation du feu nucléaire que met en avant de plus en plus la France avec Emmanuel Macron. Et la raison d'être, c'est de dire que 20 ans après, lorsqu'on s'interroge sur cette trahison qu'a représenté le fait de faire adopter par le Parlement le texte même qui avait été refusé par référendum, ce n'est pas simplement une question historique. Les conséquences de cela, nous les avons tous les jours sous nos yeux. Vous voyez, tout à l'heure, j'écoutais dans le sujet précédent ce qui était dit à propos de l'affaire Marine Le Pen et du jugement rendu à son égard avec les conséquences qui étaient décrites. Et en fait, il y a une dimension qui a été oubliée, me semble-t-il, c'est la suivante. Le traité de Lisbonne apporte, entre autres, le fait que l'Union européenne, désormais, est dotée d'une personne juridique indépendante. C'est-à-dire que, auparavant, l'Union européenne, la Communauté européenne, c'était la conjonction d'États. Désormais, depuis ce traité, donc depuis qu'il est entré en vigueur de façon absolument détournée, eh bien, l'Union européenne est une personne indépendante, une personne juridique indépendante, et elle dispose de prérogatives extraordinaires, puisque le droit européen, désormais, c'est acté dans le traité, alors qu'auparavant c'était simplement une jurisprudence qui pouvait être remise en cause. Le droit européen déclare que tout ce qui peut sortir de l'Union européenne en droit est supérieur, y compris aux constitutions nationales. Alors, je parlais un instant de l'affaire Marine Le Pen, le fait que l'Europe est une personne indépendante et que son droit soit désormais proclamé supérieur à tous les droits nationaux, y compris les constitutions, a des conséquences sur la conception même qu'on se fait du suffrage électoral lorsqu'on élit des députés européens. Auparavant, quand vous élisiez des députés européens, vous en élisiez une personne qui allait porter la voix de la France en Europe. Désormais, depuis le traité de Lisbonne, ce n'est plus ça le rôle du député. Le rôle du député européen est considéré comme devant porter la voix de l'Europe dans les pays nationaux dont il émane. Et c'est une transformation qui aboutit à ce qu'on demande à ce député, à ses assistants parlementaires, change complètement. C'est-à-dire qu'auparavant, légitimement, un député européen pouvait travailler en France de façon à mieux comprendre les enjeux français pour les porter au niveau européen. Désormais, ce n'est plus du tout ça qu'il est censé faire. Il est censé défendre les intérêts de l'Union européenne, personne indépendante, le cas échéant contre les États et en passant outre les droits nationaux, aussi importants soient-ils. Et c'est ce que n'a pas vu, à mon avis, le RN. C'est-à-dire que si on le poursuit après l'intervention et l'entrée en vigueur réelle du traité de Lisbonne, c'est parce qu'ils n'ont pas vu à l'époque, peut-être, que désormais, il fallait changer les méthodes de travail. Et c'est là qu'est l'injustice, parce que la dissimulation de ce qu'était le traité, tout ce qui a été fait en 2005, 2007, et ensuite, dans les années qui ont suivi, pour cacher ce qu'était vraiment ce traité, aboutit à des conséquences catastrophiques ou des conséquences dramatiques pour certains, comme celles que l'on voit actuellement pour le RN. Donc, l'actualité du livre, il est de montrer que dans beaucoup de domaines, ce traité modifie substantiellement tout ce qui est important, y compris pour notre vie, et même sur le plan des enjeux internationaux les plus importants. Je vais vous donner un exemple. Le traité de Lisbonne a confirmé, en ajoutant par des dispositions très précises,
qui donne toute sa force à ce qui va suivre, qu'il ne pouvait pas y avoir de défense européenne et de relations internationales européennes qui ne soient pas compatibles avec la politique décidée dans le cadre de l'OTAN. L'Europe doit toujours avoir une politique de défense, une politique étrangère qui soit compatible avec celle de l'OTAN. Et ça aboutit à des événements sidérants. Ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, en Ukraine. Oui. Si l'administration Trump décide de passer à autre chose, comme on a averti Donald Trump, en laissant tomber l'Ukraine de Zelensky au motif qu'il refuserait de dialoguer et d'admettre qu'il a perdu l'essentiel de la guerre qui a été déclenchée en 2022, de l'opération qui a été déclenchée en 2022. Eh bien, si l'OTAN, qui est constituée essentiellement des États-Unis, devient une coquille vide parce que les États-Unis se sont retirés, le fait pour les Européens de continuer à défendre une position internationale dans la question ukrainienne en disant « nous allons continuer la guerre, nous allons poursuivre cette guerre », aboutit à violer le traité de Lisbonne. C'est-à-dire que cette espèce de suggestion qu'on a imposée avec ce traité de Lisbonne à l'égard de l'OTAN et de l'administration américaine se retourne aujourd'hui parce que si nous nous séparons de l'OTAN dans notre politique de défense et dans notre politique internationale touchant la politique de défense, eh bien nous sommes en violation du traité de Lisbonne. Donc il y a des conséquences dans ce traité qui sont ahurissantes et bien que ce soit un événement qui soit déroulé il y a 20 ans, le fait qu'on ait sciemment détourné le vote des Français, qu'on ait sciemment refusé d'en tenir compte et qu'on l'ait fait de la façon la plus cynique, puisque les dirigeants à l'époque qui ont présidé à cette manipulation ne s'en cachaient même pas. Ils déclaraient de façon très claire, ce que nous allons faire, c'est prendre un nouveau traité qui dira exactement la même chose que celui qui a été rejeté, non seulement par la France, mais également par la Hollande et ensuite par l'Irlande. Et simplement, nous allons cacher cela. Nous allons le dissimuler et nous allons faire en sorte que ça ne se voit pas. Avec des déclarations ahurissantes. Par exemple, M. Juncker qui disait oui, bien sûr, il y aura des transferts de souveraineté, mais serais-je intelligent d'attirer l'attention du public sur ce fait? On va cacher ce qu'on est en train de faire. Et ce traité, donc, cette forfaiture démocratique, c'est-à-dire le non-respect du référendum, aboutit à des conséquences dramatiques, y compris dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Oui, finalement, ce que vous montrez dans votre livre, c'est que la manière dont le droit européen s'est superposé au droit des nations européennes, ça a incarné une certaine forme quasiment de coup d'État, puisque on se rend compte que les États n'ont plus la souveraineté sur des parts majeures de leur politique. Là, c'est une trahison. C'est une trahison, oui. Oui. C'est une véritable trahison. Alors, le coup d'État, il est dans cette procédure qui a consisté à écarter les référendums au profit d'une procédure parlementaire, alors que les procédures parlementaires sont toujours inférieures à l'expression même de la voix du peuple par la voix du référendum. C'est d'ailleurs une position qui a toujours été posée par le Conseil constitutionnel en France, dans le droit français, puisque lorsqu'on conteste un référendum, le Conseil constitutionnel dit « moi, je ne peux même pas me prononcer sur cette question parce que c'est le peuple lui-même qui s'est exprimé ». C'était notamment ce qu'il avait jugé en 1962 à propos de l'élection suffrage universel du président de la République. Et donc, c'est un véritable coup d'État. Mais même dans la conception, vous voyez, dans la proposition de constitution européenne, et l'une des forces de mon ouvrage, c'est de montrer à chaque fois ce qu'il y avait dans le projet de constitution qui a été rejeté et ce qu'il y a dans le traité de Lisbonne. Et on constate qu'à la virgule près, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? On comptait parler de loi européenne et remplacer les termes auparavant de directive et de règlement par le terme de loi. On a renoncé à cela, mais il reste les règlements et les directives qui sont les lois européennes. Le mot a changé, la réalité est exactement la même. On a oublié, on a dit on va garder le même drapeau et on ne va pas prendre l'hymne national qu'on avait prévu de prendre. Mais à part ça, rien n'a changé. Je démontre qu'à la virgule près, au point près, c'est exactement le même texte dans celui que nous avons rejeté par référendum et celui qu'on nous a imposé en 2008 par la voie parlementaire. Mais à l'intérieur du projet de constitution, il y avait également il y a toujours, puisque maintenant c'est intégré dans les traités, avec la même force que les traités, la Charte des droits fondamentaux. Et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on dispose, et j'en fais état dans mon ouvrage, mais alors cet ouvrage n'est pas un ouvrage impossible à lire. Techniquement, il est facile à lire, mais il donne beaucoup de références en même temps et il raconte les choses de façon Effectivement, vivante. Vous avez beaucoup d'annexes, il y a beaucoup de documentation. On voit que c'est l'analyse d'un homme de droit sur des textes de droit européen. Oui, tout à fait. Mais par exemple, je fais état dans la première partie du livre d'un ouvrage paru en 2001
qui décrit en détail par la plume de monsieur Gaston Bréban, qui est un ancien président de section Conseil d'État, et qui était chargé de préparer et de mettre en œuvre les travaux d'une convention pour rédiger cette charte. Et enfin, il écrit lui-même. Il écrit lui-même, initialement, nous devions simplement recueillir les droits qui étaient reconnus au sein de l'Union, et nous avons fait nous-mêmes un coup d'État, et nous en sommes assez fiers, parce que ça a renforcé notre légitimité. Désormais, la Convention n'était plus là pour simplement dire ce qui existait, mais elle était là pour créer de nouveaux droits. Et il décrit la façon dont les choses se sont passées, et on n'en croit pas ses yeux. Je vous garantis, si vous lisez ce que je cite dans son propre ouvrage, qui est incontestable, c'est paru aux éditions Point Le Seuil en 2001, eh bien, il vous dit, on a décidé de renoncer au vote. C'est-à-dire qu'on ne voterait pas sur les propositions de droit, on essaierait de dégager un consensus. Mais par exemple, sur la question des racines chrétiennes de l'Europe, il n'hésite pas à dire qu'il y avait une majorité de membres qui avaient demandé ce que soit inscrit dans la charte, mais nous avons estimé que ce n'était pas une bonne idée. Finalement, on en est resté là, on l'a écarté, parce qu'on a estimé que ça portait atteinte à la laïcité, que ça allait poser des difficultés. Et il ajoute un peu plus loin qu'il fallait intégrer dans la charte la possibilité d'accueillir des pays musulmans, et même des pays faisant plus que musulmans, se référant à un islam radical. Et il écrivait, en fait, si nous voulons avoir des pays qui sont demandeurs pour une adhésion à l'Europe et qui sont vraiment accrochés à l'islam, si nous mettons les racines chrétiennes dans la définition de l'Europe, eh bien, nous n'allons plus pouvoir les accueillir. Et donc, il y a un renversement qui est fait, mais tout ça a été fait en catimini, c'est-à-dire sans que qui que ce soit au courant. Et il raconte à la fin de son ouvrage qu'après que la charte ait été élaborée, il y a eu un vote en présence des chefs de gouvernement, et là, il écrit, noir sur blanc, à ce moment-là, des chefs de gouvernement sont voulu intervenir en disant « Mais attendez, là, ça va peut-être un peu trop vite. » Et on leur a expliqué que c'était trop tard. Ils n'avaient pas leur mot à dire, que les choses étaient décidées et que c'était terminé. Mais c'est extrêmement grave, ça. C'est ahurissant. Vous n'en croyez pas vos yeux quand vous lisez ce que je vous décris, mais c'est d'une source absolument incontestable, puisque c'est le responsable même des opérations au sein de la Convention, dans ce qu'ils appellent un présidium où il y avait en fait 3 personnes, qui explique tout cela. Et il n'hésite pas à dire, c'est ahurissant, il n'hésite pas à dire, oui, alors souvent, comme on n'avait pas le temps, il n'y avait que 3 langues qui étaient retenues pour exposer les projets, et beaucoup de membres de la Convention découvraient le projet en arrivant en séance, et il fallait qu'ils se le traduisent rapidement, parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire les traductions, mais on votait au début, puis après on a décidé de ne plus voter. Et donc, même là, la façon de se sont déroulés les débats fait qu'on n'en croit pas ce qu'on lit. Je vous donne un dernier exemple. Il était question d'une large concertation au sein de l'Union européenne sur ces droits, et notamment de consulter les associations, les organisations internationales qui avaient un rôle dans ce domaine. Eh bien, on leur a donné une journée en tout et pour tout pour donner leur avis. Elles étaient 65. Et donc, l'auteur de cet ouvrage, Guy Bréban, dit « Je reconnais que ça ne fait que 4 minutes par association. Mais vous savez, en 4 minutes, si on prépare bien son sujet, on peut dire plein de choses. » Donc, vous avez, de façon écrite, quelqu'un qui vous dit « On a préparé des droits fondamentaux, on en a créé dans ce petit groupe, avec des documents qui n'étaient pas traduits et que les gens découvraient quand ils arrivaient, sans vote, avec une sorte de consensus mou qui souvent était dépassé, puisque sur les racines, il y avait un consensus majoritaire pour obtenir des racines chrétiennes, on l'a écarté sans hésitation, et tout ça pour ensuite imposer des éléments qui vont avoir une autorité supérieure à la constitution de chacun des États. Donc, c'est d'une gravité sans nom, et personne, en fait, dans la rue, ne sait ce qu'il y a dans le traité. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la suprématie du droit communautaire, ce qu'on appelle la primauté du droit communautaire, quand on entend dans le débat politique certains partis qui disent on va faire un référendum, par exemple, sur le thème de l'immigration, eh bien, pour lutter contre le droit européen. Mais si le droit communautaire est supérieur aux constitutions, il est supérieur au référendum. Exactement, à aucun moment. Oui. Donc, on ne peut rien faire. Il faut simplement, à un moment donné, se demander comment modifier à nouveau ce traité, comment tirer les conséquences de son illégitimité complète sur le plan démocratique. Et à ce moment-là, on pourra peut-être trouver des solutions et sortir de ce que je ressens, moi, comme une nasse juridique, et qui est à l'origine, d'ailleurs, de ma démission de mes fonctions, puisque je ne me sentais pas d'appliquer ce texte dans mes anciennes fonctions. D'ailleurs, il y a un point sur lequel je voulais revenir, vous l'avez souligné, c'est l'opacité pour des personnes complètement étrangères au texte de loi, des non-juristes, vous le dites, l'opacité de tous ces mécanismes qui est une superposition parfois d'absurdité, et simplement pour un peu embrouiller les populations et les baigner dans une forme d'idéologie, on va dire
positiviste, c'est pour le bien des peuples, c'est pour votre bien, mais tout ça dans une opacité totale pour qu'on ne se rende jamais compte finalement de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Oui, alors, et ça, c'est voulu. C'est voulu. Si vous voulez, j'ai sous les yeux une citation que je vous livre, qui est dans mon livre aussi, de Karel de Gucht, qui était le ministre belge des Affaires étrangères et qui était très, très actif dans le processus. Il dit: le but du traité constitutionnel, qui a été rejeté, donc, était d'être lisible. Le but de ce traité, le traité de Lisbonne, c'est d'être illisible. La Constitution voulait être claire, alors que ce traité doit être obscur. Eh bien, c'est un succès. Hein, ça date du 23 juin 2007. Donc, si vous voulez, il n'hésite pas à dire: ce que nous avons voulu faire avec ce traité de Lisbonne, c'est agir de façon illisible. C'est-à-dire que pour le commun des mortels, ils ne peuvent absolument pas comprendre la portée du texte. Et alors, ce qui a été organisé, c'est frappant, c'est qu'on a introduit par petits bouts, dans les deux traités existants, les modifications, les changements, renverser une phrase, ajouter un membre de phrase, etc. Mais si vous prenez le traité tel quel, sans avoir les autres textes et sans faire la comparaison article par article, phrase par phrase et ligne par ligne, vous ne voyez même pas ce que le nouveau traité apporte par rapport à l'ancien. Et donc, pour la plupart des gens, un texte déjà clair est difficile à comprendre, encore que, souvenez-vous, en 2005, tout le monde avait le petit fascicule bleu à la main. Oui, effectivement. Tout le monde l'avait à la main, tout le monde passait son temps à l'étudier. Il y a eu un débat incroyable qui était extraordinaire à l'époque. Quand on s'est prononcé par référendum, c'est pas sur comment dire, un mouvement impulsif. Tous les Français étaient passionnés par cette question-là. On voyait des gens dans la rue qui marchaient en lisant le fascicule bleu parce qu'ils étaient en train de buter sur une proposition d'article. Eh bien, en fait, tout ce qui a été fait, c'est effacer complètement ce débat et, par un texte illisible, obscur, incompréhensible, imposer des modifications qui étaient chaque fois des modifications substantielles qui privaient définitivement les États de leur souveraineté, nationale. Et ça, c'est absolument à l'origine de l'illégitimité du texte. Aujourd'hui, ce traité, vous savez, on parle de l'état de droit, on parle constamment de l'état de droit. Oui. Il faut respecter l'état de droit. Mais notre État, aujourd'hui, il est fondé sur la violation du droit. Il est fondé en France sur la violation de la supériorité de la voix exprimée par voie de référendum sur la voie parlementaire. C'est-à-dire que tout ce qui vient et qui découle du traité européen aujourd'hui, toutes les décisions qui viennent du traité européen sont affectées par cette illégitimité. Et ça peut être un moyen, me semble-t-il, important pour la France si elle décidait de réagir. Parce qu'elle peut parfaitement dire à ses autres partenaires européens: écoutez, nous avons un gros problème qui est un problème interne. C'est-à-dire que le traité de Lisbonne, il n'a pas été ratifié dans des conditions normales. Il a été ratifié en violation de notre propre constitution, alors que dans les termes mêmes du projet de traité, il était bien dit que tout devait être fait en respectant les constitutions nationales. Et donc, nous avons un pouvoir qui est d'intervenir en disant: nous ne pouvons pas laisser passer cela parce que c'est notre propre équilibre intérieur dans le débat public qui est en cause. Et alors, c'est d'autant plus important que non seulement les Pays-Bas avaient voté contre, mais je l'ai dit tout à l'heure, l'Irlande. Alors, ce qu'on a fait avec l'Irlande, c'est que les partenaires européens étaient ennuyés parce que l'Irlande ne pouvait pas passer par la voie parlementaire. Il fallait qu'elle repasse par un autre référendum. Elle n'avait pas la possibilité de faire ce qu'ont fait les Hollandais et les Français. Et donc, on a négocié de façon très obscure avec l'Irlande. On lui a dit: qu'est-ce qu'il vous faut pour qu'un deuxième référendum aboutisse à un résultat possible? Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Personne n'en a jamais parlé. Oui. Et donc, on a dit à l'Irlande: qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, on a pris acte des demandes de l'Irlande. Et ce que disait l'Irlande, bon, il y avait des dispositions en matière de fiscalité, il y avait la volonté de ne pas être touché par la politique de défense européenne. Et ce qui les gênait, c'était un petit peu le problème d'être engagé, même si elle ne le voulait pas, dans une décision qui aurait été arrêtée au sein de l'Union. Et puis, il y avait également un élément très important, c'était que l'Irlande refusait de ne pas être dans la Commission européenne, comme le prévoyait le traité. Ouais. En deux mots, voilà de quoi il s'agit, parce que là aussi, les gens qui manquent maintenant vont se dire: mais comment est-ce possible? Mais comment les choses ont-elles pu arriver à un tel point? Vous savez qu'on est très content d'avoir des représentants à la Commission européenne. La Commission européenne, c'est l'organe qui a l'initiative des lois. L'initiative des lois, oui, tout à fait. Celui qui est présidé par Ursula von Leyen. Bon, donc, on a un commissaire, c'est important. Vous vous souvenez du débat sur Thierry Breton, qui a été refusé par Ursula von Leyen, qui a dicté à la France le commissaire qu'elle voulait, en exprimant la suprématie désormais de l'Europe, y compris sur les fondements des États, peu importe. Et donc, l'Irlande a dit: je ne veux pas l'application du traité de Lisbonne parce que dans le traité, personne ne le savait, personne ne l'a dit, dans le traité, il était prévu qu'il y ait une commission tournante parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait 27 commissaires en même temps.
Et donc, on limitait à 18 commissaires le nombre de commissaires possibles. Et donc, on avait dit, chaque État peut avoir un commissaire, au maximum 2 mandats de suite, mais après, comme il a eu 2 mandats, il est obligé de laisser sa place à un autre commissaire, de façon à ce que, bien qu'il y ait uniquement 18 commissaires dans la commission, tout le monde, les 27, puisse avoir à tour de rôle un représentant dans cette commission. Ce qui veut dire que tous les 10 ans, la France, selon le traité, n'a pas le droit d'avoir de commissaire au sein de la Commission européenne. Ce qui veut dire que quand une loi est décidée par la Commission, qu'elle est votée à la majorité telle que la France, tout en étant contre cette loi, se voit contrainte de l'appliquer, on a une situation où la France va être contrainte d'appliquer une loi sans avoir eu de commissaire à la Commission européenne, même si cette loi est contraire à la Constitution, simplement parce qu'elle s'est trouvée en minorité lorsque le vote s'est déroulé au sein du Conseil européen. Ouais, c'est l'illustration d'un système complètement antidémocratique. Alors, c'est ahurissant. Alors, ce qu'a fait l'Irlande, c'est qu'elle dit, moi, je veux garder un commissaire. Je veux garder un commissaire. Et donc, on lui dit, on est embêté parce que le traité dit en toutes lettres qu'il faut ce système tournant où une fois tous les 10 ans, les États perdent toute représentation à la Commission européenne, dont la France. Donc, vous auriez le commissaire maltais qui va décider à la Commission de problèmes extrêmement graves et importants, pendant que la France elle-même n'a plus de commissaire. C'est ça le traité de Lisbonne. Donc, l'Irlande a dit, moi, ça m'est égal, c'est une condition impérative. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision que le Conseil européen prenne lui-même la décision de ne jamais appliquer cette disposition. Et aujourd'hui, si nous avons des commissaires qui sont toujours au sein de la Commission européenne, c'est parce qu'on n'applique pas les termes du traité de Lisbonne, alors que, tôt ou tard, on pourra dire au sein des institutions européennes, on n'a pas appliqué cette décision temporairement parce que c'était nécessaire pour obtenir l'adhésion du peuple irlandais. Maintenant, c'est fini. On revient au traité parce qu'en réalité, le Conseil européen n'a pas le pouvoir d'annuler ce caractère tournant de la Commission européenne. Oui, il y a quand même une question qui se pose dans votre livre et la manière dont vous déroulez, c'est dans le titre, hein, cette trahison, c'est la place des politiques français dans ce processus finalement. Que ce soit de gauche ou de droite, il y a une convergence. Il y a eu une convergence à un moment donné pour remettre ces souverainetés-là à une échelle supranationale. Oui, alors ça c'est vraiment, alors, pas vraiment mystérieux, mais si quand même. Il y a une réponse que je voudrais faire à votre question. Le mystère, c'est à gauche, il y a eu beaucoup de partisans du non lors du référendum. Le débat était très chaud. Il y avait beaucoup de partisans du non à gauche. On a un petit souci de connexion. Est-ce que vous pouvez reprendre le début de votre réponse, s'il vous plaît? On a eu une coupure. Au départ, lorsqu'on a eu le débat référendaire, beaucoup de gens à gauche étaient contre le projet de constitution européenne. Et c'était très actif dans les médias. Eh bien, tous ces gens-là ont disparu de la circulation. C'est-à-dire que dans les médias, y compris les médias censés être à gauche, il n'y a plus d'opposition à la ratification parlementaire. Donc, ça veut dire qu'il y a manifestement au-dessus de ce clivage gauche-droite, en matière d'Europe, quelque chose de plus fort qui s'impose à tous, quelle que soit son orientation politique. Donc ça, c'est un premier point qui est absolument sidérant, qui est mystérieux. Alors le deuxième point, c'est que l'ignorance, ce n'était pas simplement le malheureux peuple à qui on cachait la vérité. Cette ignorance, elle était considérable, y compris dans les rangs de ceux qui ont voté le texte. Moi, j'étais sidéré lorsque je l'ai appris à l'époque, mais on a fait au sein de l'UMP, la veille de la ratification du traité, au Congrès de Versailles du février 2008, j'ai appris que les membres de l'UMP avaient eu une formation la veille pour savoir ce qu'il y avait dans le traité. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ne savaient pas ce qu'il y avait dans le traité. On a dû leur faire une formation juste avant qu'ils ne procèdent au vote. Et donc, on a là les conséquences de la façon dont les choses ont été menées. Et la responsabilité, je dirais qu'elle est assez forte sur les épaules de Nicolas Sarkozy, parce que lui, il a fait, et je cite les discours dans mon texte, il a fait un premier discours, c'est à Bruxelles, un discours solennel, en disant « Je ne serai pas celui qui ne tiendra pas compte du vote des Français ». Et ce que je vais faire simplement, c'est un mini-traité technique qui permet de prendre un certain nombre de choses dans ce qui avait été proposé par la Constitution européenne, mais sur lequel tout le monde apparemment était d'accord, et puis on fera pas de nouvelle constitution. Et lui savait très bien ce qu'il était en train de faire, puisque le projet de traité de Lisbonne était déjà arrêté à ce moment-là. Mais il était chargé de convertir la France à cette idée en lui cachant la vérité. La vérité, c'était qu'on reprenait à la virgule près le même texte. Donc, si vous voulez, vous avez eu, au sein, par exemple, du mouvement de l'époque, l'UMP, un phénomène ahurissant, c'est-à-dire que les gens de ce mouvement politique étaient eux-mêmes trompés par leurs propres responsables et le propre président de la République française.
Et donc, il était inimaginable qu'on leur raconte des histoires, j'imagine, donc ils ne sont pas allés plus loin. Et puis alors après, vous avez le fameux argument disant, mais puisque Nicolas Sarkozy a proposé un nouveau traité et qu'il a été élu président de la République après avoir bien présenté ce projet, d'une certaine façon, on a désormais une légitimité au suffrage universel. Non, pour deux raisons. D'abord parce qu'il a dit qu'il faisait un mini-traité et qu'il laissait tomber une bonne partie de ce qui avait été rejeté par référendum. Or, on a repris exactement à la virgule près le même texte. Pourtant, donc, il n'a pas été élu sur le texte. Il a été élu sur une promesse fallacieuse qu'il n'a pas tenue. Ça n'a rien à voir. Et d'autre part, on ne peut jamais effacer un vote référendaire par un vote présidentiel. On n'efface pas un vote présidentiel par un vote législatif. On vous le répète tout le temps. Lorsqu'un président de la République se retrouve avec une opposition en face de lui issue d'élections législatives, on lui dit vous devriez en tenir compte. Il dit non, moi, ma légitimité, elle vient du suffrage universel. Je ne suis pas tenu par le suffrage législatif qui élit des députés. Ben, c'est encore plus vrai pour le suffrage référendaire. Donc, ce n'est pas parce qu'un président va aller contre le suffrage référendaire que pour autant, il est légitime à le faire. Le suffrage référendaire est supérieur au suffrage universel pour l'élection présidentielle. Et donc, la convergence des forces politiques, elle s'explique par l'ignorance et puis également par le fait que personne n'imaginait, je crois, à l'époque, à quel point la forfaiture et la trahison étaient importantes. Et je crois que même aujourd'hui, je pense que dans les milieux juridiques, beaucoup de gens n'ont pas encore perçu que, encore une fois, un texte européen est supérieur à la Constitution française. Oui, c'est le caractère supranational de l'Union européenne. C'est incroyable. Oui. Mais même cette disposition, vous comprenez, elle aurait dû être mise en avant de façon extrêmement visible, avec un encadré, que tout le monde le sache. Non, elle a fait l'objet d'un acte séparé, annexe au traité, avec la même force exactement que le traité, qui dit voilà ce que dit la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes à telle date. Eh bien, nous estimons que ce qu'elle dit, à savoir que tout droit européen est supérieur, y compris aux constitutions nationales, c'est désormais la règle qui s'appliquera, et cette règle a la force même du traité, ce qui n'était pas le cas avant. Mais on a pris ça dans une annexe que personne au début n'a vue. Il y a un aspect qui se dessine à travers toute votre démonstration et dans votre livre, et vous le dites bien, c'est ce fédéralisme. Finalement, on est sur les 2 dernières décennies sur une tendance fédéraliste. Alors, où ça en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a franchi de nouvelles étapes depuis Lisbonne? Alors là, vous touchez un deuxième aspect, c'est que bien sûr que la loi de l'Union européenne aujourd'hui, la loi avec un grand L majuscule, sa loi fondamentale, elle penche vers le fédéralisme. On vous dit qu'elle n'est pas encore fédérale parce qu'il y a un certain nombre de compétences qui restent des compétences d'État. Il y a des compétences exclusives de l'Europe, mais il y a également des compétences qui restent celles de l'État. Mais cette loi, elle est évolutive dans le sens du fédéralisme complet. Pourquoi? Parce que vous avez une disposition que j'appelle une disposition scélérate dans le traité de Lisbonne, qui dit en toutes lettres, tenez-vous bien, que lorsqu'une compétence est partagée entre l'Europe et les États, si l'Europe intervient dans ce champ de compétences, les États ne peuvent plus intervenir. Donc, il suffit que l'Europe décide aujourd'hui d'étendre considérablement ses compétences en se servant de cet article pour que ce soit un fait acquis. Et donc, c'est une accentuation du mouvement fédéral qui n'est pas encore terminé, mais qui continue constamment d'avancer par le biais de dispositions. Le principe de subsidiarité. Il faut que l'Europe décide uniquement lorsque les États, soi-disant, ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes. Mais il est complètement biaisé, ce principe, aujourd'hui. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez qu'on fasse un projet de route départementale en France. Alors, départementale, y compris les petites routes qui vont desservir un petit village, qui vont desservir un lieu touristique peu fréquenté, peu importe. Eh bien, il y a deux façons d'approcher le sujet. La première façon, c'est de dire, sur le plan humain, qu'est-ce qui est bien dans le dessin de ces routes départementales? C'est de desservir des petits villages, c'est de respecter les paysages, de respecter l'histoire, de respecter toute la civilisation du terroir dans lequel ces routes départementales vont se dessiner. Au plan européen, on va dire, qu'est-ce qui est le mieux sur le plan technique? Qu'est-ce qui est le mieux sur le plan financier? Eh bien, sur le plan financier, si on fait une économie d'échelle et qu'on mutualise tout, il est bien évident que c'est l'Europe qui va être davantage compétente que les États. Donc, je prends cet exemple pour bien montrer que la subsidiarité, ça ne doit pas être simplement une subsidiarité d'efficacité économique, ça doit être également une subsidiarité de civilisation, que l'Europe ne se mêle pas de ce qui ne la regarde pas. Par exemple, dans le domaine de la culture, on ne voit pas ce que vient faire l'Europe. Que vient faire l'Europe? Est-ce que la France a besoin de l'Europe pour sa culture? Est-ce que l'Allemagne a besoin de sa France pour la culture? C'est une aberration complète qu'on ait besoin d'une institution supranationale pour, soi-disant, soutenir la culture d'un État. Et ça aboutit d'ailleurs à des événements, j'aurais pu en citer 50, mais je voulais être bref.
Mais dans mon livre, je citais une manifestation à Lyon, qui était une manifestation d'art d'avant-garde soutenue par l'Europe, avec un réalisateur d'une prestation qui disait « Je monte mes excréments, parce que lorsque je fais des crottes, je fais de l'art ». Et c'était une manifestation soutenue par l'Union européenne. Ouais. On a bien une illustration absurde, invraisemblable, de ce à quoi aboutit de tels comportements. Roxane, tu avais une question. Oui, je t'en prie. Alors j'avais une question, je pense que ça a été plutôt éludé, mais comment est-ce que ça se fait, quand on écoute tout ça, que Nicolas Sarkozy et les autres responsables politiques ne soient pas jugés en fait en haute trahison après tout ça? C'est une question qu'on peut se poser, bien sûr, mais c'est parce qu'il faut un certain courage pour ne serait-ce que la demander. Pour trouver des parlementaires aujourd'hui, pour se lancer là-dedans, d'abord on leur dira peut-être assez fréquemment, mais vous l'avez voté, vous, ce texte, votre parti l'a voté, vous ne l'avez jamais contesté. Donc comment pouvez-vous maintenant parler de trahison alors qu'apparemment vous y avez participé sans vous poser de questions? Et alors là, ils sont très embêtés, si vous voulez, parce que il faudrait qu'ils disent « Ah, je ne savais pas ». Vous avez voté un texte contraire à un référendum sans savoir ce que vous votiez. Et là, ils se décrédibilisent totalement. Donc la question est complexe parce que la reconnaissance de cette responsabilité, en fait, la seule chose que l'on peut faire, c'est que les gens sachent déjà, que les gens sachent, qu'ils soient au courant et que progressivement, les responsables politiques soient confrontés à l'obligation de se défendre sur cette trahison qui n'a pas de précédent dans l'histoire française. J'ai une petite question, une question, je dirais même beaucoup plus importante, parce que forcément, il y a une question qui se pose suite à ce que vous venez de dire, c'est celle de la sortie de cette Union européenne. Alors, il y a deux cas de figure. Vous avez des politiques qui vous disent on peut changer cette Union européenne de l'intérieur, et d'autres qui vous disent il faut la rupture. Mais il y a de moins en moins de politiques qui pensent à la seconde option. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors oui, en fait, il y a deux solutions pour sortir du traité de Lisbonne, puisque le sous-titre de mon livre, c'est sortir du traité de Lisbonne. C'est soit ce qu'on appelle le Frexit, pour reprendre les termes notamment d'Asselineau ou autres. Donc on sort de l'Union européenne. Il y a une disposition qui a été utilisée par la Grande-Bretagne qui permet de sortir, alors dans des conditions qu'on n'imagine pas, avec des négociations incroyables, avec l'Union européenne qui est en mesure d'imposer à l'État qui veut sortir des conditions draconiennes le cas échéant. Donc c'est pas je sors, je m'en vais. Vous n'avez pas le droit de sortir tant que je ne vous ai pas autorisé à sortir. On va suivre la procédure, on va vous imposer, nous, nos conditions. Et si vous ne les remplissez pas, vous ne sortirez pas. Alors là-dessus, on peut dire, oui, mais on sort quand même. On sort quand même. Puisque je veux sortir, on ne va pas m'empêcher de sortir par des conditions qui ne vont pas. Et là, on tombe sur le problème de la justice. Parce que les juges français sont ce qu'on appelle les premiers juges européens en France. C'est-à-dire que leur mission, c'est de veiller non seulement à la défense du droit français, mais de veiller à la défense du droit européen. Ce qui fait que si quelqu'un demandait la sortie de l'Union européenne en France, et que ça se faisait, mais dans des conditions tellement déplorables que ce serait inacceptable, ces conditions, impossible pour la France de les accepter, et que la France décidait de sortir quand même en force, eh bien les juges feraient leur devoir en disant « Vous ne respectez pas les conditions posées par le traité, ce traité s'impose à nous, nous sommes les juges européens, nous imposons donc à l'État français de respecter les conditions posées par ce traité européen. » Donc il y a une vraie difficulté, et comment la résoudre ? Eh bien c'est simplement en développant l'idée que ce traité est illégitime. Qu'à un moment donné, on puisse dire aux juges français « Est-ce que vous vous rendez compte que le traité que vous appliquez, il est contraire à tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes étudiant ? Il est contraire aux principes les plus fondamentaux que vous devez défendre. Vous devriez ne pas pouvoir dormir la nuit, de savoir que tout ce que l'on fait aujourd'hui est fondé sur un texte qui a été rejeté par votre peuple et un texte qu'on a imposé par une voie qui n'est pas compatible avec les lois de la démocratie. Et tant que la justice n'aura pas pris conscience de ce fait, même une sortie peut poser une difficulté. Alors, ce qu'on peut faire aussi, quand je dis sortir du traité de Lisbonne, c'est que ce qui a été fait par le traité de Lisbonne, on peut le défaire d'une certaine façon, mais à condition d'avoir un rapport de force qui s'instaure à l'intérieur de l'Union, où la France dirait à ses partenaires, écoutez, nous, c'est ce que j'ai exposé tout à l'heure, on a un vrai problème de légitimité dans cette affaire. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, de deux choses l'une, soit on revoit le traité, soit on s'en va. Mais en tout cas, et peut-être que nos juges, un jour, vont prendre la décision de tirer les conséquences de l'illégitimité du traité. Donc, que fait-on ? Alors, ça peut être un moyen de pression important. Alors après, sur la dernière façon de poser le problème, est-ce qu'on peut agir de l'intérieur ? Le traité, il a encadré les principes. Le traité, il a encadré tous les principes. Vous savez, par exemple, lorsque Sarkozy a essayé de convaincre les gens qu'il allait faire un mini-traité, il a dit, regardez, je vais obtenir, et j'ai même obtenu,
que la mention selon laquelle l'Europe, c'était la libre concurrence non faussée, ne soit plus dans le traité. Et donc, il a dit, vous voyez bien, j'ai obtenu une avancée. Oui, le seul problème, c'est que dans une annexe du traité, on a repris en protocole exactement cette disposition, la libre concurrence ne doit pas être faussée. Et donc, M. Sarkozy a trompé en disant qu'il l'avait obtenu, parce qu'il avait obtenu que ça soit enlevé de telle partie du texte, mais on l'a retrouvé sous la forme d'un protocole avec exactement la même force que le texte. Et tout le traité est nourri, y compris dans les articles fondamentaux, de proclamations fondamentales. Et ces proclamations fondamentales, si on ne les met pas en cause, eh bien, on ne peut pas non plus mettre en cause les articles moins importants qui tirent les conséquences de ces proclamations fondamentales. Et donc, on est obligé de remettre en cause certains des fondements même du processus européen tel qu'il est conçu. Et il faut aller jusqu'au bout de la question. Je vous donne un exemple. L'Europe, l'Union européenne refuse de déterminer ses frontières. Et notamment, vous savez, on a parlé il y a quelques années de l'adhésion, y compris de la Géorgie à l'Union européenne. La Géorgie, c'est de l'autre côté de la mer Caspienne. C'est à côté de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que c'est vraiment en Asie mineure et ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe. Eh bien, les tenants de l'Union européenne disent il faut qu'on puisse aller au-delà. Pourquoi pas l'Azerbaïdjan? Pourquoi pas un jour, puisqu'on demande à la Géorgie et on lui propose de venir, pourquoi pas l'Azerbaïdjan? Il y a eu le débat sur la Turquie. Et on demande à la Turquie. La Turquie le voulait, pour l'instant on le lui refuse, mais comme je vous l'ai exposé, celui qui a mis en place les travaux de la Convention a dit lui-même, on ne peut pas nous-mêmes dire que par exemple on a des racines chrétiennes, parce que sinon on ne pourra plus accueillir la Turquie, on ne pourra pas accueillir l'Azerbaïdjan, on ne pourra pas accueillir l'Albanie, puisque l'Albanie, le Monténégro, c'est la même chose. Donc tout ça c'est fait pour noyer l'Europe dans une idée de valeur universelle indépendante des frontières. C'est-à-dire que les gens ont cru qu'ils votaient pour un projet européen. Ils n'ont pas voté pour un projet européen. Ils ont voté pour un projet qu'on a appelé Europe, et qui est un projet privé de toute référence à quelque frontière que ce soit, à quelque histoire que ce soit, parce que la seule référence qui vaut, c'est des valeurs universelles qu'on pose dans un petit bureau à 3 personnes, ce fameux présidium dont je vous parlais, qui a conçu la Convention. J'aimerais conclure sur un point d'actualité, parce que vous parlez des frontières de la Géorgie. On se souvient de l'intervention russe en Géorgie, et donc en s'imaginant que la Géorgie fasse partie de l'Union européenne, ça aurait pu avoir de conséquences en chaîne. Mais là, pour le coup, c'est l'Ukraine et la question des frontières européennes et de la fédéralisation des moyens militaires européens, une question qui se pose de plus en plus. Est-ce que ce ne serait pas justement la prochaine étape, et on en parlait en début d'entretien, d'avoir une défense européenne complètement fédéralisée, voire même avec la France comme force nucléaire garante de cet espace? Alors, je vais commencer par la dernière partie de votre question. Oui. La mise à disposition de la force nucléaire à une telle organisation, c'est irresponsable et fou. Tous ceux qui ont analysé les questions de stratégie nucléaire savent qu'on ne peut pas. Il est impossible, si on a ne serait-ce qu'un soupçon de réflexion, on ne peut pas dire que nous allons ouvrir le feu nucléaire sur, par exemple, la Russie, sous prétexte qu'un bataillon letton ou qu'un bataillon polonais aurait été détruit au cours de la guerre et que ça créerait un trou dramatique dans une ligne de défense. On ne peut pas mettre en cause la survie de la France pour quelque chose qui n'est pas vital absolument pour la France. Même si c'est l'Allemagne ou la Pologne qui sont touchés, est-ce que ça vaut, quoi qu'il arrive, que la France elle-même se vitrifie? Parce que quand on parle du feu nucléaire, en France notamment, on parle d'un feu nucléaire stratégique, qu'on appelle le feu nucléaire anticité. C'est-à-dire qu'il s'agit de détruire des villes entières et des parties entières de pays. Pour vous donner un exemple, il faut se rappeler que la bombe d'Hiroshima, c'était 20 kilotonnes. En anticité, on raisonne en centaines, voire en milliers de kilotonnes. Et la France a renoncé d'ailleurs à tout armement tactique qui, lui-même, à mon avis, ne peut pas correspondre à une utilisation vraisemblable, en se disant il faut tout mettre sur la dissuasion nucléaire. C'est ce qui veut dire à Charlie Hebdo, au temps où les débats étaient très très nourris, mais ils ont bien disparu d'ailleurs, c'est très dommage. Ceux qui veulent une division supplémentaire plutôt qu'un sous-marin lanceur d'engins nucléaires anticité se trompent complètement. Donc, la force nucléaire française, elle a été calée sur un feu anticité qui consiste à dire à l'adversaire, si vous nous portez atteinte à un intérêt vraiment vital, on vous vitrifie. Mais vous dites ça aux Russes, vous allez vitrifier 4 ou 5 villes des Russes, ils vitrifient la France entière. Donc, c'est une aberration. Le feu nucléaire anticité n'est là que pour dissuader du feu nucléaire anticité lui-même. Ou alors d'une atteinte dramatique où on sent qu'on va disparaître de la carte, même si ce n'est pas par le biais d'un feu nucléaire. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que dans le traité de Lisbonne, je le disais tout à l'heure, Oui. il pose une décision opérationnelle. C'est-à-dire qu'on peut mettre à la disposition d'un organisme européen, d'un représentant européen, des forces militaires nationales, et c'est en tant que force européenne que ces forces vont pouvoir agir. Donc là, on met en cause l'Union européenne tout entière, avec les conséquences que j'évoquais en matière nucléaire, parce que le nucléaire ne peut absolument pas venir servir à appuyer une telle politique. Et la gravité, c'est que on lie de ce point de vue-là la survie éventuelle de la France à une simple action militaire. On a une coupure, je me permets simplement de vous interrompre, on a une toute petite coupure au début de votre phrase, donc vous rappelez que dans le traité de Lisbonne, c'est déjà inscrit la possibilité d'une intervention française si il y a un risque pour le... Alors, pas d'une intervention française en tant que telle. Il est inscrit la possibilité, dans le cadre d'une politique qui a été décidée par l'Union européenne, de confier des moyens nationaux à un représentant européen qui va s'en servir en tant que tel, il va s'en servir en tant qu'autorité européenne, mais il utilisera des moyens nationaux. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, avant le traité de Lisbonne, on avait une autre structure qui s'appelait l'UEO, au nom de l'Europe occidentale, qui était censée être un organisme à vocation plus indépendante en matière de défense. Mais il a été supprimé par le traité de Lisbonne. De toute façon, il était lui-même déjà très lié à l'OTAN. Mais là, on retombe également sur les mêmes difficultés que j'évoquais tout à l'heure. Si l'administration Trump se désintéresse de l'Ukraine, nous n'avons même pas le droit, aujourd'hui, d'intervenir en Ukraine de quelque façon que ce soit, parce que ça porterait atteinte à la politique décidée au sein de l'OTAN. Donc, il y a une contradiction. On est dans une, comment dire, on a l'impression d'être dans une phase de proclamation, de parole qui ne correspond en rien à la réalité, ni des textes, ni de ce qui se passe sur le terrain. Alors, en ce qui concerne la remise en cause des frontières, c'est complexe. Alors, ce n'est pas parce que ça s'est mal passé à un moment qu'il faut qu'on admette que ça se passe de la même façon ensuite. Mais je vous rappelle que lorsque, en 1999, l'OTAN a bombardé pendant 70 jours la Serbie, en faisant 20 000 morts et en visant les infrastructures civiles notamment, essentiellement même d'ailleurs, c'était pour imposer la suppression de la frontière de la Serbie en tant qu'incluait le Kosovo. Et aujourd'hui, encore, tout le monde estime ça parfaitement normal. C'est-à-dire que puisque au Kosovo, vous avez des gens originaires d'Albanie qui étaient devenus majoritaires et qui demandaient l'indépendance, eh bien, on avait le droit de bombarder pendant 78 jours la Serbie. C'était tout à fait bien, c'était formidable, tout le monde s'en est félicité et aujourd'hui encore, tout le monde continue à s'en féliciter. Alors, quand il y a en Ukraine des peuples qui demandent, qui sont tous russes d'origine, qui ont toujours été russes, hein, l'Ukraine, c'est une création d'il y a quelques dizaines d'années, c'est tout, hein, ça n'existait pas avant en tant qu'entité indépendante, qui demandent à être indépendants, qui demandent à garder leur langue, qui demandent à être rattachés à un organisme national qui corresponde à leur civilisation, alors là, le droit est complètement nié. Donc, il y a un poids, deux mesures, et c'est d'ailleurs ce qui déstabilise complètement les relations internationales, parce que de l'autre côté, si vous voulez, de ce qu'on appelle l'Occident, les autres partenaires se disent, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont une parole ? Oui. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Eh bien non, ils n'ont aucune parole. Un coup, c'est bien quand ça les arrange, et un coup, ça n'est pas bien quand ça les arrange. Comparez ce qui s'est passé en Irak en 2003, 300 000 morts, destruction complète du pays. Il y avait une hostilité entre les sunnites irakiens et puis les chiites iraniens. Ce sont les chiites iraniens qui ont tout emporté. Désormais, l'Irak est mené par les chiites. Et puis maintenant, on est en train de se dire, on va peut-être aller bombarder l'Iran pour l'empêcher d'être la puissance nucléaire qu'il souhaite être. Mais on est dans quel monde ? On est dans un monde de fous. Il faut remettre un peu d'ordre dans tout cela. Et vous l'avez bien, en tout cas dans votre livre, vous expliquez très bien, vous rentrez très bien dans les détails pour mettre un petit peu plus d'ordre et pour comprendre justement les enjeux de cette trahison finalement, vous le dites assez bien. Monsieur Bonnet, merci beaucoup pour cet entretien, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes avocat, ancien président de tribunal, ancien auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale, auteur notamment de la Constitution européenne par la force en 2007 et aujourd'hui donc vous publiez, on va l'afficher si à la régie on voit, si on va l'afficher à l'écran. Vous publiez donc Référendum de 2005, l'épreuve de la trahison démocratique, sortir du traité de Lisbonne, et c'est aux éditions de L'Artilleur. Merci Monsieur Bonnet. Merci de votre invitation. Que vos lecteurs n'aient pas peur de le lire, ça se lit quand même facilement. Et c'est vrai, c'est lisible, contrairement au traité européen. C'est vrai qu'on rentre assez bien dans les détails et que c'est très bien expliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation.
À bientôt. Merci Merwan pour cet entretien passionnant et accablant. Merci beaucoup surtout à aussi à notre invité André Bonnet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de nous avoir... Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.